Donc la famille Perrin soutient ce colloque pour la raison qui est évidente, c'est la biodiversité qu'on a besoin de trouver dans nos exploitations, dans nos vignobles. Et surtout, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est un manque d'observation. On a plus tendance à travailler machinalement et on a oublié que la plante est un vivant et donc on a perdu vraiment ce manque d'observation. Et de venir à ce colloque, on s'aperçoit qu'il y a tous ces systèmes qui sont racinaires ou même dans le végétal. Tout ça est très important et voilà notre objet du soutien du colloque est pourvu que ça dure. Bonjour, merci du coup à Birte de m'avoir invité à participer à ce colloque parce que bon j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parce que je vais vous parler donc de l'animal et assez peu des vignes en fait. Et pour être plus précise et contrairement à ce que peut faire penser ma robe, je vais plutôt vous parler des animaux d'élevage et pour le végétal des grandes cultures, d'où la précision de mon sous-titre la polyculture élevage, un idéal agroécologique. Donc rapidement, je vais me représenter et pourquoi je viens vous parler de ce sujet. Donc après avoir fait mon cursus donc sur l'élevage, à la fois un BTS agricole et une école d'ingénieur, je me suis intéressée à l'autonomie à l'échelle des exploitations. Donc en travaillant sur les contributions donc, des systèmes de polyculture élevage, donc en modélisant des coopérations à l'échelle de plusieurs exploitations. Et donc dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Et dans le cadre du projet donc PSDR pour et sur le développement régional qui s'appelait POET, et qui était donc une étude de la polyculture élevage à différentes échelles, dans un cadre de recherche-action avec les acteurs du développement et avec une approche pluridisciplinaire puisqu'on s'est intéressé à la fois à l'agronomie, l'économie, mais aussi l'environnement et par des approches participatives. Je suis ensuite partie dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Ferme en Vie pour toujours travailler sur ces questions d'autonomie, mais cette fois-ci à l'échelle de l'exploitation et des liens entre la polyculture et le polyélevage, dans des fermes diversifiées. Ce étant que dans une start-up, on a aussi plusieurs casquettes, donc j'ai aussi travaillé avec les porteurs de projets pour leur installation. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à devenir ouvrière agricole parce que j'aimerais par la suite m'installer. Et donc à force de triturer les flux de matière entre les animaux et l'élevage, j'ai voulu mettre plus concrètement les pieds dedans pour savoir comment on pouvait le mettre en place et les enjeux et les contraintes aussi que cela représentait. Donc je travaille dans une ferme biologique en polyculture et polyélevage. Là, je présente rapidement les études sur lesquelles je me suis appuyée pour cette présentation. Et si ça vous intéresse pour aller plus loin, parce que bon, voilà, c'est assez spécifique aux grandes cultures et à l'élevage, assez peu à la vigne, bien que sur la fin de ma présentation, je vais quand même amener les animaux dans la vigne. Mais vous pouvez retrouver donc à la fois sur le réseau mixte technologique SPICE et aussi sur des ressources dans AgroTransfert, assez spécifiques au contexte pédoclimatique du nord de la France, puisque c'est où ils sont situés, mais avec pas mal de références, de témoignages sur la mise en place de ces systèmes. Et donc, il y a également plein d'études qui ont été réalisées, donc à la fois Poète, mais également d'autres études. BrebisLink aussi, je vais pouvoir m'appuyer dessus concernant les interactions avec la vigne, et aussi avec le Centre d'études et de réalisation pastorale Alpes-Méditerranée. Avant cela, remettons un peu de contexte. Mais bon, on a pu en discuter déjà ce matin avec les différentes interventions. Pourquoi on s'intéresse à reconnecter les cultures élevage, puisque finalement, c'était des systèmes qui étaient auparavant mis en place, voire même encore plus diversifiés, puisqu'on avait également des vignes, du maraîchage dans les exploitations ancestrales. Mais suite à la Seconde Guerre mondiale, donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'objectif c'était atteindre l'autosuffisance alimentaire, redynamiser l'économie, avec la création de la politique agricole commune. Il y a eu une spécialisation en principalement deux dynamiques spécifiques, donc l'apparition des engrais, la mécanisation, a fait qu'il y a eu une séparation entre les cultures et l'élevage, qui ont donné finalement, en fonction des zones pédoclimatiques et du potentiel agronomique, des zones vraiment séparées. Donc comme on peut retrouver, on connaît assez bien le bassin parisien, donc en grande culture, des zones de montagne ou de piémont qui étaient moins favorables aux grandes cultures, comme on a pu le voir aussi avec ces questions autour de la vigne, qui ont donc pu regrouper de l'élevage. On a aussi des zones d'élevage, comme on connaît très bien la Bretagne, où l'élevage, pour d'autres questions, se sont concentrés, sont devenus des élevages hors sol, ce qui a posé donc cette fois-ci des externalités assez négatives, que ce soit donc
des effluents, par exemple, qui sont accumulés dans certaines zones, alors que dans d'autres zones, on avait des manques d'éléments nutritifs. Hop, pardon. Et donc, ce qui a créé finalement cette séparation géographique et physique des ateliers à la fois d'élevage et de culture, en général, donc soit polyculture, soit culture pérenne, une ouverture des cycles biogéochimiques. Donc là, juste avant, j'ai commencé à parler un peu du cycle de l'azote avec cette question de la problématique des effluents d'élevage qui entraîne des externalités négatives, à la fois sur le plan environnemental. On sait qu'aujourd'hui, l'activité agricole représente 16% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont en partie dues aux effets des émissions de gaz entériques, donc des ruminants, mais aussi à la production et à l'utilisation d'engrais de synthèse. C'est aussi une question, cette ouverture des cycles biogéochimiques et cette séparation, cette spécialisation des ateliers, une question économique, puisque on voit encore aujourd'hui une forte importation d'éléments riches en matières protéiques, issus du Brésil, d'Inde et ainsi de suite, qui vont finalement encore rentrer dans ce cycle de l'azote et des protéines. Et de la même manière, on a pu voir avec, par exemple, le conflit Ukraine-Russie, qu'on était aussi très dépendant des énergies fossiles pour créer des engrais de synthèse et où les prix ont explosé ces dernières années. Donc finalement, remettre les différentes sphères ensemble, donc l'animal et le végétal, peut apparaître comme un idéal à la transition agroécologique. On vient d'avoir la définition de l'agroécologie, donc c'est parfait, je vais passer très vite. Et moi, la définition que j'en ai, c'est faire avec le vivant. Donc l'idée, ça va être, pour par exemple les cultures, diversifier les cultures, allonger les rotations, avoir des cultures, des têtes de rotation pluriannuelles, qui peuvent être des légumineuses. Donc là, on rentre dans ces questions d'autonomie en azote à l'échelle des exploitations. De remettre de la prairie, de la prairie, qu'est-ce qu'on en fait qui est le mieux adapté pour la valoriser? Ça va être l'animal. Et donc, dans ce contexte-là, on cherche aussi à avoir, pour la partie animale, moins d'élevage hors sol, peut-être moins d'animaux pour réduire ces questions d'émissions de gaz à effet de serre, des animaux plus spécialisés, plus rustiques, avec une diversification aussi des espèces, parce qu'on le retrouve sur les cultures, mais on le retrouve aussi dans la biodiversité donc cultivée des animaux, le choix des races qu'on va mettre en place. Tous ces éléments vont avoir un intérêt à la fois sur le plan environnemental. Donc le retour des effluents d'élevage va permettre un meilleur bouclage des cycles des nutriments. La mise en place de cultures de légumineuses également, que ça soit annuelle ou pluriannuelle. On va pouvoir avoir aussi, avec la couverture des sols, une réduction des risques d'érosion, la réduction de l'utilisation d'engrais de synthèse et donc une amélioration de la qualité de l'eau. Sur le plan économique aussi, on va avoir pas mal d'intérêts. Donc, pouvoir valoriser tous ces co- ou sous-produits qui sont mis en place à des vertus agronomiques, mais finalement qui n'ont pas forcément d'intérêt dans un système totalement spécialisé, de grande culture par exemple. La mise en place de complémentarité à l'échelle de plusieurs ateliers, travailler plutôt sur des économies de gamme par rapport aux économies d'échelle qui ont été favorisées jusqu'ici. On a aussi une réduction de la sensibilité aux fluctuations des prix des intrants, donc comme je disais, avec la mise en place de cultures, par exemple de légumineuses, d'un allongement d'un rotation, qui vont permettre de réduire l'utilisation d'intrants et donc d'être moins sensible à la variation de prix, mais aussi le fait d'avoir des animaux qui rentrent dans le système et la diversification des productions va permettre d'avoir plus finalement de produits sur l'exploitation qui vont permettre d'avoir une diversification et une moindre sensibilité au prix d'un produit par rapport à un autre une année donnée. Donc finalement, la polyculture élevage à l'échelle de l'exploitation a des intérêts à la fois agronomiques, environnementaux et économiques. Cependant, ils ont quand même pas mal disparu et ça représente une certaine limite, déjà sur la charge de travail. Ça demande beaucoup de temps de travail, que ce soit sur les cultures, sur les animaux, des fois en plus en compétition par rapport au moment de chaque intervention. Et une demande assez forte en investissement, que ce soit financier ou humain, puisque on va avoir du matériel qui va être différent, bien qu'on peut avoir des économies de gamme, mais aussi des compétences qui sont différentes. Et une charge mentale qui va être aussi plus conséquente, puisque plus on va complexifier le système, plus ça va demander de compétences et d'interaction.
Donc, remettre en place finalement des systèmes de polyculture élevage à l'échelle de l'exploitation. Déjà, l'idée, ça va être de garder les systèmes existants, mais en remettre en place, ça paraît quand même assez compliqué. Donc, l'idée, c'est de travailler à une échelle supra-exploitation, voire territoriale, voire paysagère. Donc, ça dépend de ce qu'on va rentrer à l'intérieur. Moi, je reste sur la supra-exploitation dans ce que je vais vous présenter, en imaginant donc plusieurs fermes qui vont être plus ou moins spécialisées et qui vont pouvoir échanger entre elles, que ça soit des fourrages ou d'autres produits, donc comme des cultures de dérobés, donc en fonction des différentes exploitations. Là, vous avez deux fermes d'élevage et une spécialisée en grande culture. On peut aussi avoir le retour des déjections, comme je disais tout à l'heure. Et finalement, dans les études qu'on a pu mener, ou qui ont été menées par d'autres, on s'est rendu compte que ces premières interactions qu'il y avait entre exploitations spécialisées en amènent d'autres. Il y a aussi un volet social qui va rentrer dans ces échanges, en plus du volet technique, puisqu'on peut aussi avoir du partage de matériel entre exploitations, des échanges de parcellaires, dans le cas d'assolements en commun, qui permettent d'avoir une meilleure cohérence à l'échelle de la succession culturelle. Mais aussi, donc, comme je disais, le volet social, ça va être connaître son voisin, discuter avec lui, même s'il n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes problématiques, favoriser l'entraide et l'échange de connaissances sur les différents systèmes. Je vais maintenant vous présenter donc, quelques exemples un petit peu plus concrets donc, que j'ai pu étudier pendant le projet Poète. Et je viendrai sur la fin de cette question sur les coûts de transaction, parce que donc passer à l'échelle de plusieurs exploitations, ça a pas mal d'avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients, ou en tout cas quelques coûts à prendre en compte. Donc un des premiers éléments qu'on a discuté, c'est le transfert des fluents. Donc nous, on a étudié pas mal en Saône-et-Loire les échanges de paille fumier, puisque la problématique était au niveau de la matière organique des sols, qui disparaissait de plus en plus dans les exploitations spécialisées en grande culture. Et donc l'intérêt pour l'éleveur, c'était lui de pallier un manque d'autonomie en paille, puisque dans ces zones-là, on avait pas mal d'éleveurs qui avaient beaucoup de surface en prairie, mais assez peu finalement de surface en culture. Donc là, c'était cet intérêt-là pour eux. Mais ce qu'on a le plus étudié, c'était l'intérêt pour les surfaces de grande culture. Donc avec un intérêt de la matière organique, des effluents d'élevage, donc qui vont avoir une valeur NPK assez connue et qui va avoir un effet court terme. Mais ce qui nous intéressait particulièrement, c'était la valeur amendante, qui elle se réfléchit sur un long terme et qui va être dépendante de la quantité et la fréquence de fumée épandue, qui dépend aussi beaucoup de la minéralisation des sols et donc du contexte pétoclimatique dans lequel on se trouve. En revanche, les problématiques qu'on a rencontrées par rapport à ces questions-là, et ce qui fait qu'il n'y a pas forcément une grosse... qu'on va pas forcément vers ces techniques-là, c'est on peut forcément... on ne transporte que sur des courtes distances, 5-10 km maximum, en particulier le fumier. Après, il peut y avoir du compostage, d'autres technologies qui permettent de réduire le poids et de pouvoir emmener ces éléments fertilisants à des plus grandes distances. On peut aussi avoir des problèmes sur les pathogènes, les métaux lourds ou les graines adventices, mais qui peuvent aussi être résolus par des technologies comme le compostage ou autre. On a aussi la vente de cultures fourragères. Donc là, on peut avoir un exemple avec le foin de luzerne. Donc là, c'était une étude qui a été menée en Rhône-Alpes où on a mis en place, il a été mis en place une petite filière pour des céréaliers qui voulaient diversifier leur production, sécuriser leurs revenus grâce à cette diversification et en mettant en place des contrats et une source de protéines localement produite pour des élevages de montagne qui n'avaient pas forcément d'autonomie en fourrage. Cependant, ce qu'on a rencontré, c'est qu'il y avait des connaissances et du matériel qui étaient spécifiques à cette récolte de la luzerne. On essaye de récupérer les feuilles et c'est assez compliqué. Et donc des aléas de rendement et de qualité qui pouvaient être notables. Donc un apprentissage en fait à mettre en place qui avait disparu, même si c'était présent avant. Enfin, dans les différentes études qu'on a pu mener, on avait aussi le pâturage de couverts en interculture. Donc là, soit sur des intercultures, dans une exploitation céréalière, soit aussi sous plantes pérennes, donc que ce soit dans des prés-vergers ou dans des vignes. Là, l'idée, ça va être de pouvoir valoriser un couvert qui va être là présent agronomiquement ou réglementairement, en fonction des zones, zones vulnérables particulièrement. C'est une source d'alimentation pour des troupeaux. Donc, dans l'étude qu'on avait menée, c'était aussi pour favoriser l'installation d'une jeune agricultrice en ovin et qui n'avait pas les surfaces nécessaires pour finaliser son installation. Donc voilà. Mais donc là, d'autres problématiques sont rencontrées.
que ça soit le mouvement d'animaux, puisque ça permet une réduction du passage d'engins mécaniques, mais il faut que les animaux soient présents, ça nécessite de la surveillance, des clôtures. Il y a aussi, en fonction des conditions météorologiques, des risques de piétinement et des dégâts possibles en fonction des espèces utilisées sur les cultures pérennes. Hop. Donc, comme je disais tout à l'heure, toutes ces coopérations et ces relations, qu'elles soient économiques ou non, entre plusieurs agents, donc dans notre cas des exploitations agricoles, peut être évoluée en fonction des coûts de transaction. Donc d'abord, ça va être le coût d'information. Trouver un partenaire, un éleveur, un céréalier, un viticulteur. Ensuite, ça va être les négociations, mettre en place l'échange. C'est un moment qui est assez important. On peut le négliger parfois, mais que ça soit marchand ou non marchand, c'est très important donc, de bien définir les attentes et les contraintes de chacun. Calendrier de pâturage, quelles sont les contraintes que je vais avoir pendant la période où l'éleveur va être présent, à quel moment il faut qu'il sorte de ma parcelle. Enfin, c'est vraiment des choses importantes et qu'il faut rédiger, mettre sur le papier et de façon le plus exhaustive possible. Ensuite, on va avoir les coûts de mise en œuvre de l'échange, donc la mise en place, comment ça se passe, quelle surveillance et ainsi de suite. Et ensuite, un réajustement si besoin, donc le pilotage, les coûts de pilotage. Et là, ce qui est super important, c'est la communication qui doit être très régulière, que ça soit pendant que les animaux, par exemple, sont présents sur l'exploitation d'un tiers, ou alors aussi en dehors de ces moments-là. Pour cela, donc, des guides ont été créés parce que ce n'était pas forcément des choses qui étaient normalisées jusqu'à ici. Donc, on a un guide qui est spécifique aux céréaliers éleveurs, donc, qui ne vous concerne pas forcément. En revanche, j'ai pu trouver aussi une charte de bonnes pratiques pour sécuriser le système vitipastoral. Et donc là, dans ce guide, où on peut formaliser quelles sont les parties prenantes, quelles sont les contraintes de chacun, le calendrier de pâturage, l'itinéraire technique du viticulteur. Je passe maintenant à plusieurs exemples d'animaux dans les vignes. Donc le premier qui est le plus commun et le plus visité, je pense, et le plus facile aussi à mettre en place. Donc ça va être le pâturage d'ovins qui se fait donc à la période de repos hivernal des vignes. Très important de sortir avant l'apparition des bourgeons. Le plus souvent, il est travaillé en coopération avec l'éleveur. C'est pas le viticulteur qui possède les animaux. Avoir des animaux, donc ça demande quand même. C'est soumis à déclaration. Ça demande un apprentissage, une surveillance toute l'année. Que là, de travailler en coopération avec un éleveur, ça permet d'avoir les animaux juste au moment où on en a besoin. L'idée souvent, ce qui est représenté, c'est d'avoir des îlots quand même assez conséquents pour avoir une troupe qui arrive à un moment donné. Après, j'ai pu aussi avoir des exemples où c'était quelques brebis de réforme qui permettaient d'entretenir seulement quelques hectares de vignes. L'important aussi, c'est d'avoir des prairies ou des friches à côté pour avoir des lieux de repli en cas de forte pluviométrie. Ce qu'il a été montré aussi, c'est que finalement, le fait d'avoir des ovins qui venaient à ce moment-là permettait aussi d'entretenir sans avoir besoin de matériaux mécaniques le tour des vignes et les friches qui pouvaient exister. Pour tout ce qui va être chargement et vraiment technique des présences de brebis, là c'est aussi très variable en fonction de la profondeur des sols et de la largeur un terrain. En fait, ça dépend de la disponibilité en ressources pour les animaux. Et le pâturage peut être assez rapide finalement avec des grosses quantités d'animaux. Ça nécessite un apprentissage, mais c'est assez rapide. Les brebis finalement s'habituent assez vite à passer entre les rangs. Et une fois qu'elles sont habituées aux clôtures, c'est assez simple. Quel effet ça va avoir? Donc les premières motivations des viticulteurs pour mettre ça en place, ça va être d'abord aider en fait un éleveur à s'installer, souvent dans les témoignages qui peuvent exister, et aussi une question d'image, puisque ça fait bien d'avoir des animaux qui passent dans les vignes. Mais ça a quand même un effet assez fort sur donc la fertilisation du sol. On peut aussi choisir et jouer sur finalement combien de temps sont présents les brebis, quel chargement on a, où est-ce qu'elles dorment et donc où est-ce qu'elles vont plus distribuer leurs excréments. Ça permet une maîtrise de l'herbe puisque finalement on va avoir une coupe rase plutôt en fin d'hiver qui permet au moins de limiter un passage, voire deux d'engins, une diminution des risques de concurrence hydrique, mais aussi donc de dispersion des maladies, puisque si on met les animaux, après que les feuilles soient tombées, elles en consomment une partie. Donc finalement, c'est des réserves de micro-organismes en moins qui peuvent être délétères
pour les cultures suivantes. Donc c'est un gain de temps de travail pour le viticulteur et une économie en carburant puisqu'il y a moins de passages. Et pour les viticulteurs qui sont en conventionnel, une diminution aussi de la charge en produits phytosanitaires. Il peut quand même y avoir quelques dégâts au niveau des ceps et du palissage en fonction des affolements des animaux. Ça reste des animaux assez craintifs. Donc il faut faire attention à ça, mais elles s'habituent assez vite à passer entre les rangs. Comme je disais, attention au moment des fortes pluies. Il faut faire aussi attention parce que les animaux peuvent être sensibles au cuivre. Donc il faut attendre quand même un temps après le dernier traitement et une certaine quantité de pluie qui permet finalement de diminuer ce risque. Deux autres exemples, donc ça va être des poules, voire des volailles dans les vignes. Donc là, c'est un peu moins quand même utilisé. Ça peut être toute l'année, bien que au moment où les fruits sont présents, ça risque quand même d'être dangereux. Donc c'est pas mal de faire du pâturage tournant et d'avoir aussi des zones de repli à ces moments-là. Là, les viticulteurs peuvent être propriétaires, ça reste une surveillance et un entretien, mais qui est quand même moindre par rapport à la présence de brebis. Et donc en mettant des poulaillers mobiles à la sortie des rangs et des clôtures, ça permet assez facilement de pouvoir tourner et de pouvoir faire pâturer, voire retourner aussi un peu les interrangs et en dessous des vignes. Donc de la même façon, on va avoir un effet sur la fertilité des sols, sur l'enherbement, mais aussi sur les bioagresseurs, puisque ces volailles vont aussi pouvoir manger des mollusques et d'autres insectes. Ça peut être aussi un complément de revenu dans le cas où il y a la production d'œufs ou de viande de volaille. Donc ça peut être le cas pour des poules, mais j'ai aussi trouvé des exemples dans le Bonjolet où ils avaient mis des oies. En revanche, il faut faire assez attention, c'est qu'avec la grippe aviaire, il faut avoir des solutions de repli, puisque on voit ces dernières années, c'est très récurrent. Il faut rentrer les animaux, et donc là, il faut penser à cet aspect-là. Et l'aspect aussi prédation, puisque que ce soit les renards ou les buses, ils aiment aussi beaucoup les volailles. Enfin, un dernier exemple que j'ai pu trouver, donc là c'est en cours de développement, mais ça va, donc c'est la mise en place donc, de cochons de race Kun-Kun, donc ce sont des petits cochons néo-zélandais qui vont avoir un impact, qui vont quand même retourner le sol comme le feraient les sangliers, mais dans une moindre mesure et dans une moindre profondeur. Comme pour les volailles, donc c'est la mise en place d'un abri, de points d'eau et de clôture. Donc là, ça va avoir un effet sur les travaux du sol, que ce soit sur le rang ou l'inter-rang, sans abîmer les ceps. Il faut faire quand même attention au temps qu'on laisse les animaux, mais ça peut être assez bien fait. Et donc, les mêmes intérêts qu'on a pu voir avant. En revanche, pour la dispersion de ce système, les règles de biosécurité, donc encore une fois par rapport aux aspects sanitaires, sont très strictes. Une double clôture obligatoire pour qu'il n'y ait aucun contact avec des animaux, les sangliers en particulier, pour éviter la peste porcine. Donc là, la mise en place de ce dernier système me paraît encore assez peu faisable actuellement, bien que vous pourrez aller voir donc, sur le site Cochon des Vignes qu'il y a un effet quand même assez intéressant sur le retournement des sols. Donc à voir par la suite comment peut évoluer ce système. Donc vous pouvez aussi contacter Monsieur Zebik qui a mis en place ce système et qui propose une aide et un accompagnement pour le mettre en place. Voilà, ce qu'on a pu discuter ensemble, c'est que la mise en place de quelques cochons sur la ferme, c'est complètement proscrit, c'est pas possible. Je vous remercie de votre attention et j'en profite pour parler d'un dernier animal duquel je n'ai pas parlé, c'est l'attraction animale et le cheval qui peut venir aussi dans les vignes. Voilà, donc là je vais laisser à la fin des références si vous voulez aller plus loin.